Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, le voyage d'Ibn Battuta, deuxième partie. Nous avons raconté hier le début du périple fait par le grand voyageur Ibn Battuta au XIVe siècle, à travers le nord de l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Arabie, la côte orientale de l'Afrique, avant d'explorer l'Europe centrale et de s'enfoncer dans le continent asiatique, où il atteignit l'actuel Ouzbékistan et jusqu'aux frontières de l'Afghanistan. Le voyageur envisagea alors de continuer son voyage terrestre jusqu'en Chine et les rivages du Pacifique, faisant preuve d'encore plus d'audace que l'illustre Marco Polo. Il se mit donc en route en suivant la frontière de l'Afghanistan jusqu'au rivage de l'Indus, qu'il descendit jusqu'à son embouchure et entra dans Delhi, où il fut bien accueilli par l'empereur Mohammed, qui le nomma juge et lui prodégua ses bienfaits. Or, le monarque soupçonna Ibn Battuta de fomenter une conspiration contre lui, ce qui obligea le voyageur à se déguiser en fakir pour fuir sa colère. Mais Mohammed lui pardonna et le nomma son ambassadeur en Chine. Le trajet vers ce grand pays ne fut pas de tout repos pour le voyageur, qui fut attaqué par des insurgés hindous qui combattirent son escorte, dont il se trouva séparé et dépouillé de ses biens, et fait prisonnier. Il parvint cependant à s'échapper des mains des pillards, erra pendant 7 jours, avant d'être ramené à Delhi, au palais de l'empereur. Mohammed le confirma alors dans ses fonctions d'ambassadeur et le renvoya dans une nouvelle expédition qui le fit atteindre sans encombre le Malabar, puis le port de Calicut. Là, il attendit pendant 3 mois des vents favorables avant d'embarquer sur une jonque, avec 13 autres jonques chargées de cadeaux destinés à l'empereur de Chine. Une seconde catastrophe tomba sur lui, car une tempête fit détruire toute la flotte, alors qu'Ibn Battuta était resté à terre pour prier. Cependant, il était cette fois hors de question qu'il revint à Delhi. Ibn Battuta s'embarqua alors pour les Maldives, gouverné alors par une femme. Là encore, il fut investi de la dignité de juge, épousa 3 femmes, encourut la colère du grand vizir et dut bientôt s'enfuir. Son navire le poussa vers l'île de Ceylan. Là, il put gravir la montagne sacrée de Serendib pour y découvrir l'empreinte du pied du Bouddha, que les musulmans de l'île considèrent comme celle du pied d'Adam. Là, il prétend avoir découvert un peuple de grands singes barbus, gouverné par un roi singe. De nouvelles aventures l'attendaient, car son navire est pris dans une tempête puis attaqué par des pirates. Et c'est dépouillé et à moitié nu qu'Ibn Battuta débarque à nouveau sur la côte de Calicut. Cependant, notre voyageur était de la race des aventuriers que rien ne pouvait rebuter. Grâce à la générosité de quelques riches marchands, il put reprendre la mer et s'embarquer pour les Maldives, visita le Bengale, fit voile pour Sumatra, et après quelques mésaventures, il atteignit l'île de Sumatra, où il fut bien accueilli par son roi. Le souverain lui fournit même généreusement les moyens de se rendre en Chine. Une jonque transporta Ibn Battuta sur l'océan, qu'il appelait la mer tranquille. Et 71 jours après avoir quitté Sumatra, il atteignit la ville de Kailuka, qu'on n'est pas arrivé à identifier, puis il passa en Chine, où il visita la ville de Zaitem et parcourut différentes cités de l'Empire, étudiant les coutumes de ces peuples dont il admira partout les richesses, l'industrie et la civilisation. Mais il évita de remonter jusqu'à la Grande Muraille, qu'il appelle l'obstacle de Gog et Magog. Il séjourna également dans la grande cité de Shensi, où il vit d'innombrables merveilles. Lorsque des troubles touchèrent Zaïten, le voyageur s'embarqua pour Sumatra, et de là, il partit pour Calicut, puis Hormuz, avant de rentrer à la Mecque en 1349, après avoir séjourné en Perse et en Syrie. L'année suivante, il revoyait Tanger, sa ville natale. Mais l'heure du repos n'avait pas encore sonné pour le grand voyageur. Le démon de la découverte le mena en effet en Andalousie, puis il s'enfonça dans le continent africain, parcourant les contrées arrosées par le fleuve Niger.
Il traversa le Sahara pour atteindre enfin Tombouctou. En 1353, 29 ans après avoir quitté Tanger, pour la première fois, il revient au Maroc et se fixe à Fès, où il meurt après avoir dicté ses souvenirs qui témoignent de l'exploit de ce grand voyageur qui fut l'un des plus importants de l'histoire universelle. Les aventuriers avec Issam Marzouqi.